Merci beaucoup. En tout cas, là, vous avez fait une pélotomie, je peux dire, même des diagnostics, des questions que vous avez présentées et qui demandent à ce que nous puissions vraiment apporter une attention particulière à chaque problématique que vous aviez soulevée. Alors, je ne sais pas, comme je suis modérateur, je ne vais pas me permettre de directement commencer à raisonner avec vous, mais j'aurais voulu à ce que vous puissiez choisir une problématique que vous jugez comme étant la problématique clé, la base, celle qui doit d'abord être adressée avant que les autres ne puissent subir ou bien recevoir une attention particulière. Comme cela, nous allons partir de cette problématique mère avec nos amis auditeurs pour qu'en fin de compte, nous puissions sortir avec quelque chose de tout ce que vous êtes en train de dire, parce qu'il y a beaucoup de choses, en tout cas des choses qui sont d'une importance pas du tout négligeable que vous venez de dire là. Donc j'aurais voulu à ce que vous puissiez, selon vous, parmi tous les problèmes que vous avez énoncés, quel est le problème le plus profond par lequel nous devons d'abord commencer? Oui, ils sont tous pareils. On ne peut pas vraiment, tous les problèmes sont tous pareils. Mais on peut privilégier d'abord l'indépendance politique. L'indépendance politique, pourquoi? Parce qu'avec l'indépendance politique, peut nous permettre d'avoir un équilibre, d'avoir peut-être un mot à dire vis-à-vis de l'étranger, parce que maintenant, nous sommes dans une intégrité territoriale reconnue par les institutions internationales. Cela veut dire que nous pouvons avoir un destin à parler de tout ce qui s'est fait ou qui ne doit pas se faire à l'intérieur de ces frontières-là qui sont reconnues par les autres nations du monde. Donc, je pense qu'on peut privilégier pour l'instant l'indépendance politique. Et l'indépendance politique que je vous ai dit, nous n'avons pas l'indépendance politique. Pourquoi? Parce que les fondations de l'indépendance que nous disposons, nous ne les connaissons pas. Qu'est-ce que Stanley a fait? Qu'est-ce qui s'est passé dans les rituels au moment où ils ont consacré le drapeau, donc le Congo, la Société internationale du Congo? Qu'est-ce qui s'est passé au moment où ils ont décidé de créer ce drapeau avec l'étoile à 5 pointes? C'était pentagramme. C'est la même étoile qui dirige presque toutes les nations du monde. Les États-Unis, vous allez l'Union européenne, la Chine, la Russie, tous possèdent ces mêmes étoiles. Et les degrés de développement restent pareils. Alors, donc, nous n'avons pas cette indépendance politique parce que ça a été consacré. Et une fois la consécration consommée, on ne peut plus s'en sortir. Bon, il y a une autre chose. Maintenant, à l'indépendance comme telle qu'on peut parler, ce que les Lumumba ont fait et tous ses compagnons, ça aussi, ce n'est pas la lumière congolaise. Donc, il nous faudra tout d'abord nous démarquer au niveau de l'indépendance politique. Et une fois qu'on a l'indépendance politique, on sera capable de faire des lois et de respecter. On sera capable d'émirir la réflexion avant de pouvoir amener quelques pronostics vis-à-vis de nos comportements vis-à-vis des autres peuples. Et globalement, je pense qu'on va retenir d'abord ce point sur l'indépendance politique. Merci beaucoup. Alors là, vous venez de nous dire que nous allons, pour un premier point, nous focaliser sur l'indépendance politique. Je ne vais pas monopoliser la parole, je vais directement donner la parole à nos amis qui vous ont suivis en long et en large pour qu'ils puissent, n'est-ce pas, réagir ou poser des questions sur toute cette rhétorique que vous venez de nous présenter. Je vais commencer avec Maman Africa. Maman Africa, bonsoir une fois de plus. Vous avez été avec nous depuis le début de l'émission. Je pense que vous avez eu le temps et la latitude de pouvoir suivre notre frère Prince Kibego. Et là, je vous donne la parole s'il y a une réaction ou bien des questions. Merci. Maton Domingue Tata. Bonsoir. Tata Kibeko ngai na koloba na mangala parce que monoko yonde simbi kolona biso eko permettre que na biso banso nord, sud, est, ouest, centre to mi comprenez que malamu.
limbisa ngai lopoto na ngai ya malamu te. Bien. Alors, tata tolandi yo bandali bandeli o se présenter ke malamu, en tout cas toyambi yo pe na kimia, hein, o katikati wa biso. Merci mingi pour la disponibilité na yo. Soko neti te maloba nanga moko ukokina ko limbo la toko sosola yango malamu te na kanti tata ndompe imoto maîtriser ke lopoto ko rekangai akosa ko limbo lelo yango na monoko na lopoto. Bien. Alors, tata ngai nalandi yo solo. Nalandi yo ngai mama Afrika boy, mama na baba no nyonso na Afrika et particulièrement mama na baba no na Congo. Hein? Tango tata ndompe ya lobela ki biso te toko yamba mokomi buku monene biso moko na biso boye tokota ki mwa kikumbi koloba ete kokena na koeba ndeko kibeka yeka kanani ya alobite ya ali mfumu tonkumu. Bon, alors elembo liboso e alingai na kamwe mwa moke na lolenge ete tata moto na mayela mingi na lolenge unayo okoleka na ma media bapandi sango okopesa ko no identité mosusu par rapport na ma origine na yo et puis par la suite okoyaka ko rectifier que bon ngai personnellement mama na baba no nyonso ye ko convaincre que lelo et pesinga moi zunguluki, c'est-à-dire que ndenge mwana nga moko mobala lobaka na dju kiperekese mpo moto yo et d'autant plus un prince de surcroît oyo ayalaka na kibunkumu wana tovandisaka na ngbende ya bokonzi lokola mwana ya nkumu oyo akojwa kiti wana na sima ya nkumu akoki kobosa na mazorigine na yete donc akoki kobosa na lolenge balataka sapato lolenge nini balataka liputa oyo ya lokumu wana mais vraiment abosa no na ye mobipa ya uti et salinga neti mo abui moke bana na ngai peut-être bango babilenge bakozala na moi plus de souplesse là-dessus. Bon, alors, tatangana na metuna mwa mingi mpona yo. Ya yambo na lingina yeba. Est-ce que tata na ba 1900 yoka 1900 na ba 2004 bui olekela kanzela ya braza mpo voilà na lingina yeba mwa moke bongo na kota na profondeur pona iba ndenga ko orienter ke o nangai ma question ma metuna. Est-ce que tata olekela kanzela ya braza? Non, je ne vais pas passer de ce côté-là, non, pas du tout. Ah, d'accord. D'accord. Parce que na kenaki kosala mwa ba korukaruka na kota kina ki cherche lolingi mwana kama kwa rubaka na ki cherche na ngai ezotangisa ngai lokola te olekela kina nzela braza na 2004 et puis na mouvement ya bakadogo bon parmi certains qui ont été reclassés un petit peu par-ci par-là à savoir notamment Canada et États-Unis mais bon lokola yo lobite ya yote le kambote toleka na mametuna mosusu. Bien. Nalandaki yo na ma document mosusu kaka na ma media. Nalandi discours no penza makasi. Il est vrai que ngalo poto elekela kangai, mais natuna ki baba no ya meke bakenda ka lekore balimbolelanga ngo na mangala. Il s'avère tata que na ma document wana ya ma media oyo mpa iwapi yo moko kuruba ba komona elili na upe bako ka mongongo no. Oyalaki plus na discours moko politique. C'est-à-dire, au commis revendiqué, au commis érigé comme étant motoyo ayeyi na solution. Yabo sikolami au na Congo. Alors, Nazari fort étonné. Vraiment fort étonné yakoyoka ntango yo yeyawa obmemela biso na lolenge o na spiritualité et d'où sort la controverse en tout cas na moto nangai et yalite kolando no discours yo motoko revendiquer que ma origine na biso à savoir par rapport à l'Égypte antique jusque là tout va bien. Bon, koyoko lelo du la kabiso ma référence na la Bible, c'est la kabiso moi analyse éparse sur les histoires bibliques qui auraient eu lieu ou pas d'ailleurs, on a vérifié qu'était nazo ko comprendre que madame pela discours noté tata, je ne comprends toujours pas. Bien, na mokana non o komi makamona ma satellite o batinda la biso likolo na Congo oyo esala kate donc kaka biso kuna mpona koyeba kamanzela tole kaka mpona koyaka ko balkaniser ke biso mpona makamo wana nyonso. Alors et pas yo motuna nange yei ma satellite wana selon mokana yo komi olobite banda 2001
batina ki ma satellite wana ya yambo. Très bien. Alors, kobando te yo jwaka ki ma nouvelle wana ya ma satellite wana parce que kokoma nesika ya kujwa ma révélation ya boye ya ma nouvelle oyo boye ma information oyo boye ce n'est pas donné à tout le monde hein, surtout pas n'importe qui. Alors, oui, eloko nini bolimbi sina yo kite? Oui, j'ai dit absolument ce que vous dites, c'est pas donné à tout le monde, voilà. Bien. Alors, eloko nini penza ona concret? Hein, parce que ko détenir keloko na boui moto ya lobite ya alinga siku la Congo qui veut dire na lombango mbango ako kimaka pona ko kabola kansango wana information wana ya kui hein oye ko tiaka mboka ni oye ko tiaka bandeko ni na danger. Première question. Alors qu'on est ça qui concrètement et quand est-ce auprès de qui? Voilà. Et qu'en est-il des résultats? Bien. Alors, deuxième question. Nalandi on a ma média et puis fortuitement les lots na oyo lobby na komi tu na katata. Uta kala nyonso yo ti oya ko komera biso testament o na Congo et puis le dernier testament qui sous-entend que na simano motomosu soit kobimakate. Oko benga kama Congolais bayaka yaka ko sangana na ngai mpo toke na kosiko la Congo parce que yo yebi lorengo nini ya kosiko la Congo wana. Alors tata, depuis tout ce temps tata na ngai oyalaki wapi? Parce que to monika kabe mwimbala moko tata robi ngai nde na yebi lorenge kanto kosiko la Congo. Alors wana motune ya mibale ya isa to tata oko belela kama Congolais, une vieille Congolaise que je suis, sans capacité aucune, sans rien. Pourquoi est-ce que nebele aboyebi oyo ya nangu concernant modindo oyo na Congo? Pourquoi est-ce qu'on a ki kosangana na baye nyonso ba ya la kate déjà au lieu ya kakobenga kama simple population, notamment de la vieille femme que je suis. Na telemina yo awa na ko jongelo sumoto na sima. Marobe pa no tata. Bon, merci beaucoup. Je ne sais pas si j'ai tout saisi ce que vous avez dit, mais il est vrai que, comme vous dites, les lingala n'est pas parlé partout au pays. Non, pas du tout, parce que moi, je suis originaire du Sud Kivu. Bon, tout d'abord, vous avez posé ces 3 questions, mais je vais justement apporter un petit correctif. Nous, les gens du Sud Kivu, nous avons fait connaissance avec les lingala à l'époque de Mobutu, lorsqu'il avait baptisé les Sud Kivu et le nord du Katanga, disons le nord Katanga Est, donc à la fois du côté Kalemi, il avait baptisé comme état zone rouge. Et à ce moment-là, nous avons eu des militaires qui sont venus de Gumbari, des commandos d'un peu partout. Ce sont eux qui nous ont amené les Lingala. Et quand ils arrivaient jusqu'à aujourd'hui, si vous allez dans les campagnes du Kivu, normalement les gens ne préfèrent pas parler les Lingala parce que ça a été une langue qui nous a martyrisés. Mais voilà, c'est une langue quand même que nous apprécions tous, que nous aimons beaucoup. Et je pense que j'aurai le temps aussi de l'apprendre si Dieu me le permet, et Dieu va me le permettre aussi. Bon, donc là-bas, nous parlons Swahili. Et si je me permettais de parler en Swahili, ça ne pourrait pas normalement être compris par tout le monde. Donc les Kivu particulièrement et une grande partie de la population au Katanga, on parle le Swahili. Bon, maintenant, revenant à votre question, d'abord, vous avez souligné un petit peu sur ma façon de ne pas connaître très bien mes origines. Bon, voilà, je viens de les rectifier tout à l'heure. Je pense que vous dites que vous êtes une maman, une grande dame. L'erreur est humaine. Bon, je ne peux pas me justifier en plus que ça, mais sauf que mes origines sont là. Bon, autre chose. Vous dites normalement... qu'est-ce que je faisais depuis ce temps-là pour venir révéler les choses à la population congolaise où est-ce que j'étais? Ou alors, qu'est-ce que j'ai déjà fait dans ma vie? Disons, qu'est-ce que j'ai pu apporter à la communauté congolaise? Je pense que je vais d'abord vous dire une chose. Ma biographie pourrait peut-être aussi vous donner une idée globale de ce que j'ai déjà fait et où est-ce que j'étais jusque-là. Bon, premièrement, quand j'étais jeune, à l'âge de 14 et 15 ans, je portais même les marques sur mon visage de cicatrices. J'étais dans les fronts qu'on appelle les PRP, Parti révolutionnaire populaire, de Laurent
Désiré Kabila. Pas les petits Laurent, mais les vieux Laurent. C'est lui qui organisait la résistance contre le régime dictatorial de Mobutu. Il s'approvisionnait de la jeunesse pour pouvoir combattre. Il était cantonné surtout au Sud Kivu chez nous. Alors, j'ai milité au niveau de son parti politique. On faisait des recrutements des jeunes. Nous-mêmes, nous avons combattu. Et puis, finalement, il a échoué en 1975. Normalement, avec Mobutu a pu se ressaisir et il a écrasé la révolution. Nous nous sommes réfugiés. C'est comme ça, en 1977, je me suis réfugié en Tanzanie. J'étais même parmi les jeunes qui ont pu fuir, mais beaucoup d'autres ont été massacrés. Donc, vous voyez, à partir de ce moment-là, on a travaillé très fort. Bon, il est vrai qu'en 1982, je suis venu au Canada, là où j'ai pu m'installer. Mais pendant ce temps, on n'était pas assis. On essaie de regarder tous les pays de l'Afrique australe. On a été, bon, j'ai été personnellement dans tous les pays de l'Afrique de l'Est, le Kenya, la Tanzanie, même la Somalie, l'Éthiopie, partout où on a essayé de mettre les pieds, on s'est retrouvé que c'était des Congolais qui étaient là comme des experts, qui travaillent dans la construction, qui travaillent dans l'enseignement. Dans tous les domaines, c'était l'homme congolais qui faisait vraiment des choses en rapport avec la technicité. Et puis, ça nous a donné encore un autre reflet pour dire que donc nous sommes quand même déjà très importants, mais l'Afrique compte sur nous, même au niveau de la musique. Aujourd'hui, on peut attendre les Kenyans chanter, les Tanzaniens chanter très bien, mais rien du tout. Tout cela, ce sont des Congolais qui les ont appris, et puis beaucoup d'autres qui s'appellent aujourd'hui comme État de Kenya, musiciens kenyans, ou même des musiciens tanzaniens, sont tout simplement des Congolais. Bon, je suis arrivé au Canada en 82, à partir de ce moment-là, je faisais des va-et-vient. En 1986, j'ai fondé un parti politique qui s'appelait Congrès patriotique africain, avec l'objectif de pouvoir me présenter aux élections présidentielles advenant la fin du septennat de Mobutu en 91. J'ai fait la tournée. Bon, moi, à ce moment-là, j'étais interdit de fouler le Congo. Si les gens qui ont de l'information, de la documentation, les CND de l'époque, alors j'étais la deuxième personne au Kivu recherchée. Une fois qu'on disait, une fois qu'on l'attrape, vivant ou mort, il faut que je sois ramené auprès de Mobutu. Bon, quand la conférence nationale est arrivée, ça nous a apporté vraiment un peu d'espoir en se disant qu'on pourrait participer maintenant au retour de tous les fils du pays. On pourrait participer maintenant, apporter notre contribution au changement. Mais il faut dire une chose, madame, c'est que les gens oublient, ce qu'on a vu, la conférence nationale, même l'idée même de la conférence nationale souveraine. Cette idée n'est pas... Oui, je suis là. Alors, ok, continuez 5 sur 5. Ah, ok, voilà. Donc, l'idée même de la conférence nationale souveraine, l'idée, la genèse de cette idée n'a pas commencé au Congo par les Congolais, non. Cette idée a commencé à Montréal, auprès du Centre international des droits de l'homme et de développement démocratique. Et c'est lui qui l'a introduit auprès de ce centre. C'était un centre qui venait d'être créé. C'est moi qui bégo encore. Et j'ai organisé une délégation des membres de la communauté congolaise. Il y avait les gens de Bandundu, les gens du Kasaï et les gens du Katanga. Nous nous sommes présentés devant ce centre-là auprès du monsieur Edouard Brobent et nous lui présentons un projet de pouvoir amener les Congolais et pour pouvoir parler ensemble parce qu'on sentait qu'il y aurait une débandade. On sentait qu'il y aurait un grand bouleversement parce que, à vrai dire, Mobutu n'avait pas préparé la population, disons, pas, je m'excuse, pas la population, Mobutu n'avait pas préparé, même au niveau de son comité, la succession, pas du tout. Il gérait le pays lui-même et voilà, nous on s'est dit que ça doit être un désastre, une tragédie que le Congo était prêt à courir et nous nous sommes présentés devant le Centre international des droits de l'homme et je vais même mentionner les noms des gens qui m'avaient accompagné. Il y avait Batu Benga Mwana Chalou, il y avait Zamba Mandala, il y avait Naki Manjanja,
et il y avait moi, et il y avait aussi une madame qui s'appelait Marie-Thérèse, une Kassaïenne je pense, une Kassaïenne je pense que de Kasaï oriental. Bon, nous nous sommes assis devant le monsieur du centre, le président du centre international. Nous l'avons expliqué la profondeur. Lorsque nous avons présenté ça, nous voulions qu'on puisse aller d'urgence. C'était une mission d'urgence à pouvoir amener les Congolais de parler ensemble. Vous qui étiez à ce moment-là au pays, vous avez participé à plusieurs fois les échecs de ces concertations-là, jusqu'à ce que Monsengo puisse venir et remettre les choses en place. Mais les gens qui ont torpillé les projets, c'est la communauté congolaise de l'IDPS. C'est-à-dire que les présidents de l'IDPS Canada qui ont pu prendre l'initiative, ils ont complètement torpillé toutes les démarches que nous faisions, et puis finalement le financement du Canada n'a pas pu partir auprès de la diaspora, et finalement, mais le Canada a participé maintenant indirectement en finançant les activités du Centre international. Ça, c'est mon apport, l'idée, la conception même. C'est quand je parle de la fondation d'une chose, il faut partir à la maquette, au commencement de la chose, au premier raisonnement qui sort. C'est là qu'on trouve donc la fondation d'une chose. Et la conférence nationale a été là. Bon, je pense que ça, c'est mon apport. C'était mon initiative. Bon, après cela, j'étais aspirant quand même à la présidence. J'ai milité contre au Kivu, au Zaïre, au Katanga. J'ai milité, mais tout en attendant que la conférence puisse avoir lieu. Bon, j'ai milité comme aspirant à la présidence parce que c'était un projet que j'avais depuis très longtemps, depuis 1986. Les plus grands problèmes que j'ai rencontrés à l'époque, maman, je peux vous dire, c'est parce que j'étais trop jeune, j'étais petit, j'étais enfant. Je ne me battais pas pour justifier aux Congolais, aux Zaïrois de l'époque, ma politique. Je me battais pour justifier que j'étais encore un bébé qui vient de sortir du lait de ma mère et comment j'étais capable de pouvoir parler maintenant du changement au pays, que j'étais incapable de faire sortir Mobutu, un vieux renard qui est là depuis l'indépendance du pays, qui a tué tout le monde, comment je pouvais m'en sortir. Toute ma campagne a été basée à ce niveau-là. Vraiment, et c'était très décevant. Donc le peuple congolais lui-même n'était pas prêt au changement. Mais j'essaie de les faire comprendre, mais mes chers amis, vous voyez, ceux qui ont demandé l'indépendance et même lorsque nous attendons de Lumumba, tout ce monde-là, avec quel âge? Bon, globalement, c'était ça. Mais il y a un événement que vous devrez savoir, ma contribution à moi pour l'apport du Congo. Parce que je suis quand même une personne qui ne parle pas beaucoup dans les médias, raison pour laquelle vous posez même cette question, où est-ce que j'étais? Quand la conférence nationale souveraine a élu Étienne Tshisekedi comme le premier ministre de la conférence nationale, à ce moment-là, Mobutu n'a pas reconnu Étienne Tshisekedi. Ils ont fait, Monsengo a fait des va-et-vient, Guadolito, Kinshasa, Mobutu ne l'avait pas reconnu. Et qu'est-ce qui s'est passé? Et on a même attendu le bruit comme quoi Mobutu voulait faire un coup d'État contre le premier ministre de la conférence nationale. Qu'est-ce qui s'est passé? Mais malheureusement, les gens ne sont pas au courant de la situation. Mobutu m'avait approché à Goma en me disant « Je ne vais pas voir M. Tshisekedi comme Premier ministre. Mais M. Kibego, c'est vous mon Premier ministre, je vais vous mettre à la place. » J'ai dit Mobutu, je ne peux pas faire ça parce que normalement, je suis aspirant à vous remplacer et vous le connaissez. Et il m'a dit, dans ce cas-là, jeune homme, vous perdez une chance dans votre vie, peut-être que vous n'aurez pas. Et il m'a dit encore que vous ne connaissez pas le Congo. Apprends à connaître le Congo parce que le Congo n'est pas dirigé par une force intellectuelle ni financière. Le Congo est dirigé par les forces mystiques depuis le commencement. Et alors, toi, es-tu déjà solide? Bon, donc, globalement, j'ai refusé. Et il est vrai que si j'avais accepté, je pense que la notoriété, il y aurait un chambardement total au pays. Parce qu'à ce moment-là, j'avais créé, disons, j'avais déjà publié mon plan d'action au pays qui s'appelle Projet de gouvernement en République du Zaïre. Et là, c'était le deuxième manifeste que l'homme congolais a pu produire après les manifestes d'Nsélé.
Mais mon livre, je l'avais publié, il est disponible dans donc à tirage très limité. Donc ça, c'est au niveau d'abord que j'ai fait à l'époque pour combattre la dictature et ma participation pour pouvoir amener les gens au niveau de la réflexion commune, qu'il n'y aurait pas la guerre, je m'excuse, et ma contribution aussi à permettre les institutions ici de la conférence nationale de pouvoir s'établir. Je n'ai pas fait un coup d'État à Etienne Tshisekedi, même si j'avais l'opportunité de le faire comme avait déjà offert. Nguza Karlibonde aussi m'a soutenu dans cette démarche. Toujours est-il, au moment où Nguza Karlibonde était Premier ministre, lui aussi m'avait proposé d'être son ministre des Affaires extérieures. Il y a eu des pourparlers, mais quand j'ai regardé son plan de développement, il n'en avait même pas. Alors donc, je me dis non, moi je ne peux pas travailler comme ça, j'ai un plan de société, voici comment on peut travailler, et les gens ne comprenaient pas du tout parce que pour eux, la gestion d'un pays, c'était au quotidien. Donc, j'ai aidé à la stabilité des institutions du pays, parce que les gens aident à leur manière. Moi, c'était ma contribution. Bon, plus tard, je vais mentionner encore une autre fois, lorsqu'il y a eu maintenant le changement que Laurent Désiré Kabila a apporté pour pouvoir démanteler le régime en place, Kabila, avant qu'on puisse solliciter Kabila, c'est moi, Kibego, qu'on avait sollicité. Il y a une délégation des Ougandais qui sont venus me rencontrer et qui m'ont demandé de faire partie, et comme j'étais déjà connu à l'est du pays, comme un jeune talentueux, un jeune aspirant à la présidence et un vrai politicien, et on m'a dit, monsieur, jeune homme, venez, vous allez participer au changement maintenant. L'homme que tu voulais chasser, nous avons maintenant l'opportunité de pouvoir lui chasser. Alors, j'ai posé seulement une question. Qui est le patron de l'organisation? Vous venez me contacter, le mouvement, il est comment? Parce que moi, j'aime connaître la fondation d'une chose. On m'a dit tout simplement, non, mais toi, tu vas être là, tu seras le porte-parole officiel, mais il y a tous les moyens, tout le reste, les Rwandais là-dedans, même beaucoup de pays sont derrière vous, les Juifs sont derrière vous, les États-Unis seront derrière vous. Et puis finalement, il dit, mais non, là, vous ne m'avez pas encore répondu correctement. Qui est le patron, la genèse de l'idée, qui a amené l'idée? Alors moi, j'ai refusé. Et puis, en refusant, et c'est à partir de ce moment-là qu'on est allé chercher Laurent Désiré Kabila, et qui est devenu notre président, qu'on a chanté comme étant le libérateur. Mais dès au départ, quand lorsque Laurent Désiré Kabila est arrivé à Bujumbura, il a fait son discours avant de pénétrer chez nous à Ovira, nous avons organisé la résistance contre Laurent Désiré Kabila. Le roi de Bavira, Lenge, s'est bâti. Nous avons financé la résistance. C'est là le commencement de ce que vous appelez, qui a été appelé et connu même au niveau international, mouvement Maï Maï. Le roi de Bavira, malheureusement, il est mort dans l'action. Il y a eu plusieurs rois aussi qui sont morts, les rois de Barega, plusieurs rois aussi chez les Babembe, les princes, on n'en parle pas, les notables, tous les vieux papas, plus de 80 ans, on les tuait. Pourquoi? Parce que on voulait écraser l'histoire. Nous avons fait cette résistance et notre résistance a commencé à partir de ce moment-là et j'ai coordonné la révolution. Vous allez au Kivu, vous allez au Nord Kivu. S'il vous plaît, excusez-moi en tout cas de vous interrompre. On aurait vraiment aimé écouter votre biographie jusqu'à la fin, mais n'oublions pas que nous sommes, n'est-ce pas, limités par la contrainte du temps. Absolument, voilà pourquoi je pense que, en tout cas, vous êtes étendu en long et en large. Les gens peut-être maintenant ont une idée de ce que vous aviez fait pendant tout ce temps. Pourquoi est-ce que on ne vous connaît pas alors que vous étiez aussi actif dans la vie politique et aussi dans la vie idéologique. Voilà pourquoi vous allez souffrir à ce que, comme nous avons beaucoup d'invités, qu'on donne quand même la chance à tout le monde de pouvoir poser des questions, mais pensez quand même à être très bref. Oui, voilà, faites vraiment le résumé quand vous répondez pour que nous puissions avancer au risque que ça puisse être, n'est-ce pas, un discours trop long et peut-être ennuyeux. Voilà, je vais passer à mon dernier interlocuteur. Il est là et je pense qu'il attend très patiemment. Enfant noir, bonsoir. Je pense que vous avez des questions, vous avez des préoccupations et notre frère Kibeko, il est vraiment là, disposé à répondre à toutes les questions. Voilà pourquoi je vous donne la parole rapidement. Enfant noir, à vous l'antenne. Merci beaucoup de m'accorder
la parole, il était dit, enfant nord des noirs, congolais de pire souche. Moi, monsieur, je vous félicite pour tout votre parcours. Mais moi, il y a une question qui vous a été posée, moi, ça ne m'a pas convaincu. Concernant vos origines. Monsieur, je suis désolé, mais quelqu'un qui ne connaît pas ses origines, il ne pourrait pas m'amener à bon point. Quand vous trompez sur vos origines, c'est un problème. Moi, j'ai l'impression que tout ce que vous venez de nous dire, ce sont des choses colmatées, adaptées de tous les côtés. Ma maman, moi, je n'oublierai jamais. D'où je suis né, j'oublierai jamais. Mes ancêtres, j'oublierai. D'autant plus vous prétendez être les princes. En général, dans des familles princières, l'origine, et on ne peut pas l'oublier. Vous pouvez déposer la question à n'importe qui. Les princes n'oublient jamais leurs origines. Moi qui ne suis pas un fils d'un prince, qui ne suis pas un prince qui est fils de roi, je connais mes origines. Mes enfants qui sont nés en Europe, ma fille a 12 ans, l'aînée et la deuxième à 8 ans, je l'ai déjà expliqué leur origine. On peut leur poser la question, ils répéteront ça matin, midi, soir. Mais ce qui m'étonne, monsieur, vous me dites que c'est... La question, elle est où maintenant? Attendez, monsieur. Laissez-moi donner, s'il vous plaît. Vous avez parlé, nous vous avions écouté. Je développe, après je pose ma question. S'il vous plaît. Moi, vous ne m'avez pas convaincu. J'aimerais que vous puissiez m'expliquer. Voilà la première question. Quels sont les éléments qui ont fait que vous avez oublié vos origines pour venir nous éclairer aujourd'hui? Première question. Qu'est-ce qui a fait que l'autre fois vous avez oublié vos origines, aujourd'hui vous venez de vous rappeler? Parce que je n'étais pas convaincu par rapport à votre réponse. Deuxième question. Entendre tout ce que vous dites là, vous parlez de rois, de princes, des histoires, c'est bien beau. Je voulais savoir comment vous avez fait, comment vous faites pour devenir prince. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes dans la République soi-disant démocratique du Congo. Donc, est-ce que quand vous, si vous accédez au pouvoir, vous voulez nous ramener dans l'époque royale, ou bien on va continuer dans cette époque de la République démocratique du Congo, avant de rentrer dans d'autres questions? Voilà mes deux préoccupations. Merci. Merci beaucoup. La première préoccupation, je n'ai pas oublié mes origines. J'ai dit tout simplement en mentionnant un oncle à la place du frère. Vous savez très bien, chez les Baluba, il y a eu cette formation qui a eu dans les Boussongue avec Kongolo Mwamba, qui était l'empereur, mais Mbidi est arrivé et il a épousé les deux sœurs du roi et qu'il a donné naissance après avoir quitté la région. Chez nous, chez les Bavira, nous avons les deux histoires ensemble parce que les habitants de Bupemba ont pu fuir au moment de Kadilo qui étaient allés les combattre et les pourchasser. Ils se sont dispersés, ils sont partis les uns vers les Kasaï occidentales, les autres ont fui en Zambie et d'autres ont fait le parcours en montant le littoral du lac Tanganyika parce que avant les Bavira, avant les peuples qu'on appelle les Bajoba aujourd'hui, le lac Tanganyika n'était pas peuplé. On a été les premiers habitants de là. Donc il n'y a pas un oubli, tout simplement en mentionnant un oncle au lieu d'un frère qui était Kalala Ilunga, tout simplement. Bon, une autre chose, c'est que en parlant de la République démocratique du Congo, une fois je prends le pouvoir, non, il ne s'agit pas de bâtir un pays tout de suite comme étant la République, étant la principauté. Ce n'est pas cela. Moi, la seule chose que je prône, c'est de prendre d'abord le pouvoir et on commence à zéro, tout à zéro. On invite toutes les personnes qui ont un appel, toutes les personnes qui n'ont pas eu la disposition ou qui n'ont pas eu l'opportunité de pouvoir contribuer à l'essor de leur pays. On s'assoit, on commence à débattre, on commence à construire, mais cette fois-ci c'est une construction locale. C'est après 10 ans que moi je pense que le Congolais aura la maturité de pouvoir décider si vraiment on doit avoir une démocratie, si on va avoir
disons, un royaume, si vous voulez, parce qu'il y a quand même plusieurs philosophies. Moi, Kibego, je n'ai pas une promesse, même si je parle que j'ai un appel spirituel, je n'ai pas une promesse de régner au Congo, pas du tout. J'ai une promesse de libérer le Congo et la population congolaise. Raison pour laquelle j'ai baptisé mon livre comme étant Lumière et plan d'action pour la libération. Voilà. Merci beaucoup. Je pense que la question a été bien répondue. Je vais peut-être aussi émettre mon petit commentaire là-dessus. Je pense que quand on fait une étude approfondie, n'est-ce pas, de peuples qu'on a appelés les Baluba, et on voit pratiquement je n'aime pas ce terme, mais utilisons-le quand même, le concept du royaume de Bupemba, dont du point de vue historique, parce qu'il n'y a pas eu n'est-ce pas, de récollection écrite, on n'en parle pas tellement beaucoup, mais on voit très bien que des enfants de Ilunga Kilubwe, Ilunga Mbidi, qui avait quitté pour aller rencontrer le roi Kongolo Mwamba, dont il avait rencontré les deux sœurs dans la plaine de Munza, alors qu'elles faisaient la pêche, les nasses étaient remplies de poissons qui ne pouvaient pas, il les a aidés, ça qui a permis la rencontre entre les deux plus grandes personnes, qui sont pratiquement des ancêtres éponymes, parce que chez les Basongé, la légitimité du pouvoir est léguée, était, n'est-ce pas, accordée à Kongolo Mwamba, tandis que chez les Baluba du sud, les Chankadi, c'était plutôt à le Boulopoué viendrait du sud, et d'où la légitimité, n'est-ce pas, est accordée plus à Ilunga Mbidi, qui a eu des enfants avec les sœurs de Congo, les deux sœurs de Kongolo Mwamba, dont le fils qui était devenu une figure emblématique, Kalala Ilunga, le grand général. Donc je pense que de ce côté-là, bon, on se limite là, c'est pratiquement vers le 14e, 15e siècle, peut-être on pouvait aller un peu plus loin. Je pense qu'il n'y a pas tellement d'ambiguïté. Peut-être comme ils sont, vous comprendrez plutôt le souci de nos frères, c'est que ça faisait quand même froid au dos. Je l'ai mentionné au départ, au début de l'émission, parce que c'est une histoire à laquelle je me suis beaucoup intéressé. Mais comme vous avez fait des corrections, l'oncle à la place d'un frère, Ilunga Mbidi, qui est un Luba, et Kalala, un Kongolo Mwamba, qui est devenu oncle par le fait que Ilunga Mbidi a eu des enfants, d'où les enfants de Kalala Ilunga, n'est-ce pas, vont appeler Kongolo Mwamba plutôt, c'est le côté maternel, ce sont les oncles. Donc de ce côté-là, je pense que peut-être les éclaircissements sont là et c'est un peu d'avancée. Il y a aussi une autre chose, si vous permettez d'ajouter, c'est-à-dire que... Oui, vous pouvez ajouter, pourquoi pas. Avant d'entrer au studio, on parlait beaucoup avec mes collaborateurs, on parlait beaucoup de Kongolo Mwamba. On l'a longuement parlé et curieusement, quand j'arrive pour me présenter, c'était encore la personne que j'avais dans la bouche. Alors, c'est ce qui a fait que ça s'est sorti comme ça. Bon, et vous savez aussi, dans la tradition chez nous, les oncles ont beaucoup plus de poids par rapport à les papas. Bon, grosso modo, c'est ça. Voilà, merci. Avançons. Je ne sais pas, Maman Kiwolo, s'il y a une question, une préoccupation, je vous passe l'antenne. Allô? Alors, je pense que Maman Kiwolo n'est pas là. On va aller par ordre d'arrivée. Il y a notre frère Kalula qui a été tellement calme jusque-là. Kalula, bonsoir. Et je pense que peut-être on va aussi entendre beaucoup de questions. Nous sommes là sur l'aspect de la politique. La politique comme étant un facteur de libération du Congo. C'est là que nous sommes en train de réfléchir. Ah, voilà. Maman Kiwolo est de retour. Maman Kiwolo, à vous la parole. S'il y a une question, voilà. Papa, question que Nina posée na papa. Yé aza albi osa originaire ya Kivu. Est-ce que na modèle la politique oya yebeli akoyeko yebisa biso ba Rwandais lelo bazo déclarer ba revoir la frontière. Yé pona yeza connaissance na ye. Makanisini akoko pesa biso ou bien akoyeko yebisa biso basala ou bien basala te est-ce que bango ndenge baza kuna ba papa wa bikolo baza ko yebisa bango ba frontière wana
to ibaka mo quelques mètres ou pas ou ndekeni po le qu'on appelle bangumba bakoki éclaircir biso na côté wana. En tout cas, une très bonne question. Bon, voilà, je pense que, vous savez, il y a une chose que j'aimerais souligner un petit peu. Il existe une réalité dans l'histoire des nations, c'est-à-dire que ce sont les faibles qui cultivent les mythes. Et les mythes, eux aussi, se nourrissent du silence des héros. Bon, normalement, à l'est du Congo, aujourd'hui on parle du Rwanda, on parle de cette révision des frontières, comme quoi ils veulent réviser les frontières. Non, c'est tout simplement un avant-goût d'un plan qui est concocté, mais pas avec les Rwandais, mais qui est concocté par les grandes puissances, comme quoi qu'ils veulent couper l'Est du Congo pour qu'il devienne un autre pays. C'est tout simplement ça. Alors, le Rwanda et d'autres pays qui les soutiennent, comme l'Ouganda, sont mis en avant comme quoi qu'ils veulent revoir les frontières. Mais justement, au niveau de ces frontières-là, quand on regarde l'histoire, nous, les Bavira, on occupait la place qu'on appelle aujourd'hui Bujumbura, parce que Bujumbura et tous les grandes étendues de la capitale du Burundi, ça ne s'appelait pas Bujumbura, ça s'appelait Usige. Usige, c'est le nom d'un de nos membres de notre communauté à nous. C'est seulement la frontière ont été revues par les... S'il vous plaît, mon frère, je me souffre de vous interrompre. Il y a quelqu'un dans la conférence qui a laissé son micro ouvert et cela perturbe en tout cas l'audition. Parce que ce que notre frère est en train de dire est très important. Maman Kiolo Safi, si vous pouvez muter votre micro. Mon frère Kibeko, si vous pouvez encore bien souligner ce que vous dites, parce que c'est très important. Oui, parce que vous voyez, il y a une chose. Nous, les Congolais, nous avons le plus grand problème, c'est que nous réagissons devant les événements déjà mis en place. Nous n'allons pas voir les choses avant qu'il ne soit accouché. Nous ne regardons pas derrière la personne qui est en train de faire les choses. Est-ce que le Rwanda était capable ou il est capable de pouvoir mettre à genoux les peuples congolais? Est-ce que l'Ouganda est capable de mettre tous les peuples congolais à genoux? Les gens ne se posent pas cette question. Si aujourd'hui maintenant nous avons peur du Rwanda et de l'Ouganda, qu'est-ce qui s'est-il passé réellement? Qu'est-ce qu'il y a en dessous de ça? Mais grosso modo, c'est que avant Bujumbura actuelle, qu'on appelle Bujumbura, la grande région métropolitaine de Bujumbura s'appelait Usige. Et Usige, c'est le nom d'une personne, un Mouvira, parce que tout cet endroit-là, ça appartenait aux Congolais, disons aux Bavira. Alors, le projet de couper l'Est, on l'a déjà entré doucement dans l'esprit des Congolais pour que ça devienne vraiment pour les gens de l'Est, de l'Ouest, lorsque ça va arriver, même les gens du Kivu vont dire, en fait, on est libéré, ça vaut mieux comme ça. Pourquoi? Parce que c'est un plan qui a été concocté bien avant, bien éduqué, bien enraciné avec des stratégies de toutes sortes pour pouvoir permettre à l'homme congolais d'accepter l'inacceptable. Donc, c'est ça. À l'Est, normalement, les frontières, si on veut regarder comment on était dans le passé, la grande partie, même du Rwanda et même du Burundi, ça appartenait aux Congolais. Voilà. Ça, c'est quand même une information nouvelle. Et d'ailleurs, moi-même, j'ai toujours demandé aux Tutsis, les vrais du Rwanda, et même les Burundi, tous les grands notables, ensuite je les dis, mais dites-moi quand est-ce que vous avez été plus fort que nous? À quelle époque de l'histoire vous l'avez été? Justement, pour parler dans une minute, le Rwanda n'a jamais conquis le Congo. Pas du tout, n'a jamais conquis les gens qui étaient de l'autre côté, donc le côté, aujourd'hui nous trouvons le Congo. Il y a eu le grand roi qu'on a appelé Roi Bogiri, qui a vécu au 19e siècle. Il est venu se battre aux environs de lac Kivu, mais il a été bâti par le peuple Bashi. Les Bashi l'ont bâti et ils l'ont tué même les rois. Et ils sont même allés jusqu'à l'intérieur du Rwanda, toutes les zones qu'on appelle Tchangugu et Gisenyi, ça appartenait au Congo, donc aux populations, au peuple du Congo. Mais il y a ça.
bon, donc, on ne peut pas expliquer donc les génies guerriers, donc l'esprit combatif, la force de ce peuple-là contre les Congolais. Pas du tout. Mais même, oublions l'histoire ancienne, mais parlons de l'histoire récente. Le Rwanda a déployé avec l'Ouganda 25 000 militaires pour pouvoir agenouiller le Congo et pouvoir s'approprier du pays. Qu'est-ce qui a fait que le RCD, excusez-moi, qu'est-ce qui a fait que le RCD, Goma, puisse conquérir tout d'un coup, il arrive à Kisangani, il arrive au Katanga, au nord et au sud du Kivu? Ce n'est pas par la force guerrière, pas du tout. C'est parce qu'ils ont utilisé la force de l'argent. Vous représentez un paysan ou même les généraux militaires qui étaient là, on les donnait 500 000 $, on les donnait 100 000 $, et Mobutu qui les avait laissés complètement, Mobutu qui avait laissé sa population. Est-ce que vous m'écoutez toujours? Les micros sont ouverts? Ok, parce que chez moi, je vois d'autres choses qui ne marchent pas très bien. Bon, voilà, donc, quand les militaires étaient tellement appauvris, on les amène 100 000 $, on lui donne un plan d'éliminer les autres, et c'est comme ça que la ville de Bukavu a été prise. C'est comme ça que la ville de Goma a été prise. Mais à Uvira, ça n'a pas été comme ça parce que les gens ont refusé la corruption. Nous nous sommes battus jusqu'au bout. Bon, mais il y avait une autre chose. Nous avons ce qu'on appelle les Maïmaï, ce sont des civils armés, tout simplement. Et nous, ce que nous avons fait, nous avons résolu de nous réorganiser. Ce sont les civils, nous les Maïmaï, qu'on a donc mis l'offensive contre les 25 000 militaires rwandais et qui sont retournés chez eux. Mais ils ne sont pas retournés chez eux en totalité. Je pense que l'armée rwandaise a été complètement décimée au Congo par les Maïmaï. Raison pour laquelle je pose souvent la question, j'ai dit aux autres, vous, votre force c'est quoi? Et il y a une chose que les Congolais devraient connaître. À chaque année, le Rwanda exhibe toujours les cadavres, les nouvelles fausses communes, comme quoi ce sont les gens qui ont été tués pendant les génocides. C'est faux, archi faux. Ce qui s'est passé, c'est que le Rwanda a trouvé l'opportunité d'aller ramasser tous les cadavres qui ont été massacrés parmi les 20 000 militaires qui ont été assassinés au Congo. Il les ramasse et il va les mettre encore chez lui pour les exhiber plus tard comme étant des cadavres qu'on a trouvés dans des fosses communes. Donc, globalement, vous voyez, nous avons encore cette force de pouvoir reconquérir, disons, la mentalité surtout de l'homme congolais qui est abattu complètement et qui se dit, ok, dans ces cas-là, laissons les gens de l'Est qu'ils partent avec leurs frères Banyarwanda, Ougandais et tout le reste, parce que maintenant, on nous associe. Moi, quand je parle, quand je débarque, oubliez que c'est moi qui ai organisé la résistance de Maïmaï. Beaucoup de gens disent, ah, comme tu viens d'Ouvira, toi aussi tu es Rwandais. Bon, globalement, c'est ça. Je pense qu'il n'y a pas de crainte là-dessus. À l'Est, nous avons une forteresse. Personne qui viendra diviser ça. Bien sûr, c'est seulement les politiciens dans les politiciens que nous avons dans les palais du peuple, comment on appelle ça, dans l'Assemblée nationale. Et ce qui est grave, ce sont les députés parfois de chez nous, à Uvira, qui sont là-bas et qui sont vendus et qu'on utilise pour pouvoir faire avancer différents projets qui concernent à amener le problème à l'est du Congo. Vous voyez, on n'amène pas les députés d'ailleurs, mais c'est surtout nos députés à nous. Mais ces députés à nous, aujourd'hui, ils savent que nous les combattons, mais il y en a beaucoup qui ne rentreront même pas chez eux une fois. Merci beaucoup. Alors là, vraiment, vous avez raison, ce sont vraiment des députés. Ils sont vraiment des putes qui font des choses qui sont vraiment inacceptables. Rapidement, notre frère Kalula, qui a quand même été très patient sur tous ces discours. Frère Kalula, je vous donne la parole, je pense que vous avez aussi beaucoup de questions à poser. Voilà. À vous l'antenne. Ouais, merci Dompel. Je suis venu à l'antenne en pensant que ça devait donc porter sur l'actualité qui est un nouveau massacre qu'on vient d'occasionner au Congo, comme si les 8 millions de morts ne suffisaient pas.
Et j'ai vu que finalement l'émission a viré en culture, en histoire. C'est aussi une bonne chose. Je n'ai pas beaucoup de questions à poser à mon frère qui est l'invité principal. Si vous me permettez, je vais d'abord donner la réaction de notre coalition par rapport aux événements qui viennent de secouer notre capitale Kinshasa, avant de poser une question à mon frère. Voilà. Est-ce que vous pouvez faire cette réaction d'une manière très écourtée, parce que on aura le temps de vous prendre sur l'antenne pour parler de votre organisation, de vos activités. Mais là, comme on avait dit dès le départ, on voulait se concentrer sur les travaux de notre frère Kibego, sur son livre, sur sa pensée, sur sa projection d'un Congo nouveau, ses méthodes de libération du Congo, ainsi de suite, et s'il nous amène dans la compréhension historique. Moi, je pense que je suis tout à fait d'accord avec lui, parce que on ne peut pas résoudre un problème sans pour autant en connaître les racines. Alors, rapidement, si vous pouvez donner une réaction écourtée et poser vos questions. Merci beaucoup. Je n'ai pas courte à donner, puisqu'elle n'est pas très courte. Je vais rester dans votre sujet pour ne pas donc renverser ou aller hors sujet. Je vais rester dans le sujet de l'histoire. Et vous allez donc me permettre de prendre quelques minutes pour me représenter avant de poser ma question au prince, entre guillemets, puisqu'il n'y a pas de monarchie chez nous. Moi, je suis du territoire de Calais. Je suis Mutembo, donc Baziralo, nous venons de la forêt des Ziralo. J'aimerais demander à mon frère s'il est Munyamulenge ou bien il est Congolais avec droit du sang et droit des terres. Et des deux, je souhaiterais, au nom de tous les Congolais qui aspirent aussi à l'unité territoriale de notre nation, prier à mon frère Douvira de ne pas amener les Congolais à se résigner, de dire que la charte des Nations Unies qui consacre le respect des frontières des États doit être respectée, quelles que soient les ficelles que veulent tirer les puissances occidentales, avec pour bras d'action le Rwanda ou l'Ouganda. Nous, peuple congolais en général, Kivussien en particulier, nous n'allons jamais accepter cette fatalité. Et j'aimerais que lui, qu'en tant qu'acteur politique, puisse chaque fois avoir ce message, dire que le Congo restera uni dans ses frontières, indivisible, et au besoin, s'il y aura une solution, comme je l'avais proposé à Paris en octobre, eh bien, nous allons annexer tous ces petits pays. Nous allons annexer le Rwanda, le Burundi, l'Ouganda, et ils vont être dirigés à partir de Kinshasa. C'est ça la possibilité que nous pouvons offrir à ces petits pays téméraires. Donc voilà un peu ce que je peux dire. Mon cher, vous êtes Munyamulenge ou bien vous êtes Congolais du droit des sangs et des terres. Merci. Je pense que, mon cher ami, vous dites que vous venez de Calais. C'est à peine curieux de voir que vous ne connaissez pas le peuple Bavira. Parce que les peuples Bavira sont connus. Il n'y a pas quelqu'un de Calais qui ne peut pas connaître que les Bavira existent. Bon, les Bavira sont des voisins des Bafulero, sont des voisins des Babembe, sont des voisins des Barega, sont des voisins également des Banyindu. Ce sont les frontières donc des chefferies que nous partageons. Bon, en revenant pour les Banyamulenge sont des Tutsis. Les Bavira sont des Bantous. Dans mon livre, je n'ai pas voulu parler des Bantous. J'ai dit tout simplement que ce sont les peuples Kamites. Kamites, disons, l'ancienne population qui habitait l'Égypte antique. Tandis que les Tutsis, eux, ce sont des Nilotiques, on le sait. Donc, bon, il y a une autre chose que je vais souligner. Les Banyamulenge, d'abord, c'est une population qui n'existait pas au point de vue nomination. Parce que le nom de Banyamulenge est apparu dans les années 70 par une thèse donc de licence, un étudiant, je pense, à Bukavu,
et d'autres à Lubumbashi, qui ont voulu tout simplement ne plus s'appeler les Banyarwanda, donc les Tutsis qui habitaient au Congo, et ils ont tous trouvé utile de s'appeler les Banyamulenge. Pour moi, les Banyamulenge, je pense tôt ou tard, c'est une expression qui va disparaître, et j'appellerai aux gens de ne pas continuer à utiliser cette expression-là, parce que ça porte confusion à d'autres populations qui existent au pays. Et ils ont voulu tout simplement prendre cette expression, normalement peut-être pour pouvoir se fusionner, alors qu'ils ont une identité anthropologique dont on sait qu'ils sont des Batusi. Voilà, c'est ça. Moi, je les appelle tout simplement Basahabu. Basahabu, ça veut dire les gens qui ont oublié qui ils sont. Et quand je les raconte, lorsqu'il y a des discussions, surtout dans des tribunes comme ça, je dis d'abord une personne qui a oublié son identité tribale, globale, alors à ce moment-là, que ça soit généralisé pour tout le monde, il faut vraiment qu'il soit quelqu'un qui est un oubliant en quelque sorte. Bon, pour Oui, ce qui est... Oui. Bon, pour ce qui est... Oui. Permettez-moi de préciser un peu. Si je vous ai posé la question de savoir si vous êtes Munyamulenge ou Congolais de sang et de terre, c'est parce que justement, ce sont ces gens-là qu'on est en train d'instrumentaliser, qui se forcent à être Congolais, pourtant ils ne le sont pas, pour favoriser l'atomisation de notre pays. C'est pour ça que je vous ai posé la question. C'est pas parce que j'ignore qu'il y a des Bantous à Uvira. Mais vous savez que la colline qui s'attribue n'est pas loin d'Uvira ou loin de Bukavu. Donc voilà un peu le sens de ma question. Oui, ok. Au sujet de cette colline-là, la colline a pas... Le clan Bamulenge existe. C'est le clan des Pygmées. Bon, ils ont fait une maladresse de s'approprier des noms d'une population qui existe déjà. Pourquoi? Parce que, semble-t-il, d'après les justifications, c'est là où ils étaient au commencement. Mais nous savons aussi du Kivu, le peuple Tutsi qui est là, était arrivé au moment, l'ancienne vague, la plus ancienne, est arrivée au moment de la guerre par la reine Kanjogera. Donc, le roi, donc la reine qui a succédé son mari, roi Bugiri, qui venait de mourir au Congo. L'histoire, les gens de Calais doivent connaître là, parce que cette guerre aussi s'est passée dans les environs de Calais. Bon, voilà, donc, c'est la reine Kanjogera qui a poursuivi donc les gens du sang royal. Il les a combattus à partir de chez eux au Rwanda. J'oublie le village précisément, là où ils étaient, Nyanza exactement. C'est le village des rois. Et il les a poursuivis. Lorsqu'ils sont arrivés à la rivière Russi, aux abords de la rivière Ruzizi, ces gens-là ne savent pas nager. Ils sont venus comme ça des réfugiés. Ce sont les Bavira qui savent nager, qui ont traversé de l'autre côté, qui les ont amenés de notre côté du Congo. Et à partir de ce moment-là, comme c'était des grands bergers, on les a donné notre troupeau pour pouvoir faire, donc, pour être des bergers. À partir de ce moment-là, c'était ça leur statut jusqu'aujourd'hui. On sait que c'était des bergers. Raison pour laquelle même, quand vous arrivez à Uvira, les gens ne voulaient même pas épouser ces femmes-là parce qu'on les considérait comme des tas de statuts inférieurs. Bon, je ne parle pas comme je suis partisan de ça, mais c'est ça l'histoire des choses. Vous avez raison. Je vais finir en disant que moi-même, puisque je suis de la famille Kaluira que vous devez connaître, qui avait beaucoup de vaches, Nyabibwe, kule mpori nani Kanyanja yote bebalikuwa wanachunga mangombe yetu ni Banyarwanda. Donc nos boys, comme on peut les appeler, c'était ces Rwandais là, essentiellement les Tutsis. Et si vous couchez avec eux, vous allez être considéré comme un être inférieur. Vous avez fait une abomination. Là, vous avez raison, je suis d'accord avec vous. Absolument, c'était ça la culture. Bon, je pense que j'ai répondu à cette question-là. Ah, bon, s'il y a quelqu'un d'autre, soit on peut passer à d'autres... Ouais. Merci beaucoup. Je pense qu'on doit passer à une autre personne. Il y a mon frère Enfant Noir qui voulait rétorquer. Donnons-lui la chance avant que notre frère Rodrigo puisse intervenir. Voilà. Enfant Noir, à vous la parole. Oui, merci. Moi, j'ai juste une petite question. En parlant, monsieur a parlé, il a reçu un appel de Dieu. Et j'ai entendu... il a fait savoir s'il a une mission de Dieu, quelque chose comme ça. À moins que je me sois mal trompé. Je voudrais juste qu'il précise là-dessus. Quelle mission, quel Dieu
tu lui as dit des choses, il lui a dit comment? Hein, je veux savoir. Comment il peut savoir que c'est... Merci. Bon, voilà. Donc écoutez, je suis quelqu'un qui prie comme beaucoup de personnes qui prient au pays. Presque 99% de la population congolaise est attachée à la spiritualité. Chez nous, au village, et même partout où j'ai passé, à chaque fois que j'arrivais quelque part, il y avait des prophéties qui étaient lancées sur moi. Tu seras ceci ou tu feras ceci, et ainsi de suite. Bon, il a fallu que moi-même, je prenne l'état aussi de pouvoir sonder si l'esprit, sonder même cette voie, cette connaissance qu'on voulait que je puisse acquérir. Et puis finalement, disons, c'est vrai, moi, j'ai le sacerdoce de la restauration, disons, Ésaïe chapitre 19, verset 20. Alors, raison pour laquelle j'insiste souvent sur l'aspect de l'Égypte. Pourquoi? Parce que dans la Bible, on parle de la population égyptienne qui sera châtiée, qui sera éparpillée partout au monde, et même l'intelligence sera complètement, ils deviendront comme des abrutis. Ésaïe chapitre 19, Ézéchiel chapitre 29, chapitre 30 Ézéchiel et chapitre 32 Ézéchiel. Ça parle exactement de tout ça. Nous n'avons pas 2 heures. Moi, j'ai posé une question bref. Vous avez dit qu'un appel. Moi, je ne vous ai pas dit que vous l'avez trouvé où. J'ai posé une question simple. Vous avez parlé, soi-disant, du appel spirituel. J'ai répondu Ésaïe chapitre 19, verset 20. Mais si moi, je ne crois pas à la Bible, là, l'Ésaïe, comment je vais croire ça? Expliquez-moi. Vous allez me faire lire. Hein? Dites-moi que machin. Non, c'est ça le problème. C'est-à-dire que nous sommes dirigés au pays par des religieux. On ne peut pas empêcher d'avancer. Nous sommes dirigés par la franc-maçon. Nous sommes dirigés par la franc-maçonnerie. Et d'autres sont dirigés par les religieux, que ce soit des pasteurs, que ce soit des évêques. Donc les institutions au pays sont foncièrement tous religieuses. On dit que vous refusiez ou pas, alors même les philosophes aussi, quand vous venez avec un esprit, une nouvelle façon de voir les choses, il y a là un libérateur. Ça existe. Donc, bon, si vous ne croyez pas à ça, mais de toute façon, vous êtes déjà embarqué dans un bateau qui est dirigé par les gens. Avançons. Répondez, avançons. La question est simple. Attendez, enfant noir, que cela ne puisse pas se transformer à un jeu de ping-pong entre vous et notre invité. Je pense que vous avez posé votre question et vous a dit, celui qui lui a dit, celui qui il croit avoir dit, c'est-à-dire quand il était jeune, partout dans les villages il allait, on lui disait. Voilà. Et puis il a fait des références à la Bible. Donc je pense qu'il a quand même donné des réponses. Mais moi j'ai une question à lui poser, c'est-à-dire que vous en tant que restaurateur du peuple noir, je suis aussi surpris, peut-être comme mon frère enfant noir, que vous puissiez vous servir de l'instrument qui a été utilisé pour assujettir l'homme noir. Vous avez parlé de la création de l'État du Congo comme étant la couleur bleue qui représente la forêt, c'est-à-dire l'obscurité, et curieusement, selon la pensée héro-asiatique, l'obscurité signifie le vide, c'est-à-dire l'absence. Alors que, selon la pensée purement scientifique aujourd'hui, nous savons que l'obscurité, finalement, c'est l'inverse. C'est le tout, c'est la fréquence la plus grande. Alors, si l'obscurité devait être éclairée par la lumière maçonnique, qu'elle soit intellectuelle, c'est-à-dire la formation classique, qu'elle soit religieuse, parce que pour moi, toutes les religions représentent la lumière maçonnique. Et ça, en tout cas, qu'on ne puisse pas se leurrer. La Bible, c'est un instrument à 100% d'une lumière maçonnique, créée, montée, manipulée par la pensée maçonnique. Donc là, nous sommes dans le même cadre. Moi, je trouve très mal, en tant que restaurateur, alors que nos ancêtres en Égypte ont laissé des tas et des tas de livres, de références, des écritures, des textes, des sagesses. Si nous devons nous restaurer, comment allons-nous nous restaurer par rapport à l'arme qui a été montée pour nous détruire? C'est là où, en tout cas, je ne comprends pas absolument votre démarche de restauration. Je comprends bien votre perception du monde. Voilà. Vous posez une question très fondamentale et très capitale. Vous savez quoi? Ce que vous dites, en Égypte, il y avait beaucoup de dieux. Et moi, j'ai essayé de les répertorier. Ce sont des centaines de dieux.
Mais vous savez qu'en Égypte aussi, l'Égypte n'avait pas un savoir scientifique normal. Parce que si vous vous rendez, bon, je vais vous répondre, d'abord, je pense d'abord une petite explication avant de répondre à votre question. C'est que l'Égypte était guidée, fonctionnait par donc l'éclairage des prêtres qui étaient au temple, advenant une révélation, et ils sortaient et ils concevaient tout ce qu'ils avaient en tête ou ce qu'ils avaient vu comme dans la révélation. Raison pour laquelle vous allez en Égypte, il n'existait pas de laboratoire. Parce que, entre parenthèses, tout ce que nous avons, que ce soit un frigo, que ce soit l'ordinateur, que ce soit une tasse que nous prenons pour boire là-dedans, ce sont des choses qu'on produit étape par étape avant de pouvoir avoir le produit fini et qui est bon, qui est fin. Mais en Égypte, ce n'était pas comme ça. On sortait immédiatement, on avait son plan et on le créait. Donc, c'est une connaissance spirituelle. Bon, maintenant, il y a une chose. Cheikh Anta Diop a démontré que l'Égypte était une civilisation noire, africaine, négroïde, donc bantou. Il n'a pas utilisé ce mot bantou parce qu'il voulait la généraliser pour tout le monde. Moi, j'ai dit à Cheikh Anta Diop, non, 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 non. C'était des bantous qui étaient là parce qu'il y avait les Nilotiques étaient dans leur pays, tandis que la Libye, il y avait aussi d'autres populations là-bas. Donc, bref, lorsque vous voyez un homme spirituel qui a la faculté de faire quelque chose, n'est plus capable de faire la même chose, alors on va se poser la question. Pourquoi cette personne n'est plus à mesure de faire ce qu'il faisait toujours? Pourquoi cet individu n'est plus capable de reproduire les choses que son père, ses ancêtres ont toujours fait? Alors, normalement, il y a une défaillance du savoir-faire, du génie créateur. Or, le génie créateur que le peuple d'Égypte avait à l'époque, c'était un génie créateur qu'on trouvait à l'intérieur du temple. C'était auprès donc de Dieu ou Didier, bon, quelle que soit l'expression qu'on va utiliser, auprès des anges, quelle que soit l'expression, parce que tout le monde n'utilise pas la même expression. Donc, à partir de ce moment-là, nous voyons qu'il y a une rupture du génie créateur. Moi, je me suis posé la question. Qu'est-ce qui a fait maintenant que nous tapons la poitrine comme étant les descendants des anciens Égyptiens, on n'est plus capable de reproduire les mêmes choses? Cheikh Anta Diop essaie d'expliquer que c'est parce qu'ils sont partis dans des zones tropicales. Là, il y avait beaucoup de la bouffe, il n'y avait pas beaucoup de soucis, raison pour laquelle ils n'ont pas pu avoir l'importance de créer et tout le reste. Bon, moi, j'ai dit que c'est une fausse interprétation. Pourquoi? Parce que même dans les zones tropicales ou équatoriales, il y avait toujours les mêmes problèmes. Les problèmes qui leur pouvaient les permettre de pouvoir se recréer, la maladie et tout le reste. Bon, mais le problème qui est là, quand vous voyez un homme spirituel n'est plus capable de faire les choses, c'est parce qu'il est sous l'embargo spirituel. Et un embargo spirituel vient surtout au niveau de la malédiction. J'ai fait mes investigations pour savoir, parmi des centaines et des centaines de dieux égyptiens, quel dieu qui a maudit les anciens égyptiens et leurs descendants. Je n'ai pas trouvé aucun. Il y avait bien sûr à un moment donné, peut-être un prêtre peut avoir des problèmes, on va lui maudire, mais au moment quand il se répandait, et puis il avait toujours son sacerdoce et il continuait, ou alors tout simplement on disait, toi tu ne continueras pas, mais ça va être tes descendants. J'ai fait mes investigations pour m'apercevoir qu'il y avait un seul Dieu, et l'unique Dieu, qui a pu faire en sorte, et il a mentionné expressément que le génie créateur de l'Égyptien va disparaître. Il a dit, l'esprit de l'Égypte disparaîtra. L'Égyptien ne sera ni capable de faire ce que fait la queue, ce que font la queue ou la tête. C'est très explicite. Et le seul Dieu qui a pu prononcer ces mots-là, c'était le Dieu que Ésaïe, un prophète, qui connaissait très bien aussi l'Égypte. C'est ce Dieu-là, de ce Ésaïe qui avait maudit le peuple égyptien. Voilà pourquoi nous allons nous intéresser à ça. Je ne m'intéresse pas à la Bible comme telle, comme étant la chose ou le livre sacré qu'il faut recommander à tout le monde. Mais le fait que c'est là où on trouve
le Dieu qui a maudit nos ancêtres est nulle part ailleurs. On ne trouve pas un autre Dieu qui nous a maudit. Alors on doit se poser des questions. Il faut entrer en profondeur. Qu'est-ce qui s'est passé pour qu'on en arrive jusque-là? Bon, donc la Bible comme telle, vous allez s'apercevoir, n'est pas un livre normalement qu'il faut rejeter parce que ça a été amené par les chrétiens. Vous voyez, la machette est utilisée par un bandit qui vient vous assassiner. C'est la même machette que vous utilisez pour égorger une chèvre que vous allez nourrir votre famille. Alors donc, dépendamment de comment on utilise, Léopold a dit, je ne vous envoie pas enseigner les Congolais le Dieu, je vous envoie tout simplement aller les assujettir. Mais il n'empêche que ça a été aussi une façon de pouvoir nous détourner de solutions. Lorsqu'on a obscurci la solution, on a diffamé la solution. Il est normal que les gens ne peuvent plus se ressourcer. Pourquoi? Parce qu'on la crée, on la rejette, on dit non, ce n'est pas. Alors que c'est là où se trouve la solution. Et c'est dans la même Bible qu'on trouve les chemins de la restauration des peuples noirs. Merci. Peut-être on peut y revenir en profondeur prochainement. Mais moi, je crois, ce n'est que sommairement, vous allez aussi une piste de réflexion. Je pense que aujourd'hui, si c'est le Dieu Yahvé qui a maudit l'Africain, ces dieux-là, premièrement, il ne doit pas être le Dieu des Africains. Il doit être le Dieu ennemi des Africains. Et si c'est le cas, nous voyons aujourd'hui que prenons le cas comme les pays comme le Congo, 80% de la population se reconvertit à ces dieux-là de la malédiction. Mais malgré qu'ils se reconvertit à ces dieux de la malédiction, ces fameux dieux-là continuent toujours à les maudire. Est-ce que ce n'est pas aussi un signe pour lui faire voir que ces dieux-là n'ont jamais aimé les Africains? Il a été toujours un dieu antagoniste des Africains. Et les Africains ne doivent pas avoir une place de ces dieux dans leur mythe, dans leur système de gestion. Ils doivent seulement le mettre dehors. Parce que comment est-ce que Dieu peut être un Dieu de la malédiction?